Bonsoir. Plus d'un millier d'infractions enregistrées dans la semaine du 18 au 24 avril 2022. De nombreux cas d'excès de vitesse, des véhicules sans papier. Le constat est clair, l'incivisme sévit toujours sur nos routes. Comment endiguer ce fléau? Bien, on en parle en tout début d'émission. Et ce soir, il sera question d'environnement, de lutte contre la désertification et la sécheresse. On parlera de COP 15 et notre invité, M. Abou Bamba, il est justement président du comité d'organisation de la COP 15, qui se tiendra, rappelons-le, en mai 2022, ici à Abidjan. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, avec beaucoup de conviction. Oyez, oyez, avec beaucoup de joie. Oyez, oyez, avec beaucoup de bonheur. Bonheur d'être un privilégié, de pouvoir partager des moments avec nos téléspectateurs. Eh bien, ce n'est pas donné à tout le monde. Et chaque soir, lorsque je me retrouve à cette place, eh bien, je prends toute la mesure de l'importance, du bonheur qu'il faut avoir à être là et surtout à avoir tous ces téléspectateurs et surtout mes amis autour de cette table. Vous les avez aperçus. Élisée Bologbé, bonsoir. Bonsoir. Partagez-vous mon bonheur. Oui, c'est avec beaucoup de bonheur, surtout que ça fait un bon bout de temps quand même que je n'étais pas sur le plateau. Donc c'est avec vraiment beaucoup de bonheur que je retrouve le plateau. Vous retrouvez surtout la Côte d'Ivoire, parce que mon petit affairage du Kwakatoya disait que vous étiez hors du pays, dans un pays enneigé. Bon, oui, écoutez, pour des raisons d'autres familiales, c'est vrai, je n'étais pas là. Mais tout on vous s'est a bien réclamé, passé. vous nous avez manqué. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je retrouve ce plateau et les téléspectateurs. Très bien, très bien. C'est un bonsoir hexagonal. Bonsoir Yana. Bonsoir Brice. Bon, vous étiez avec nous. Oui, mais j'ai eu beaucoup de bonheur à suivre, avec beaucoup de passion, on va dire la Casa de la FIF, jusqu'à son dénouement. On attendait ça depuis combien de temps déjà? Vous avez commenté cette Casa de la FIF là depuis 2020. Tellement, et c'était beaucoup de passion en tout cas sur ce plateau. Félicitations, c'était très bien. Félicitations à vous également qui avez suivi, accompagné le scénario de la Casa de la FIF. Alain Toussaint, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Vous avez fait la petite politique de la chaise vide depuis un moment. Oui, pour des raisons de santé, mais ça va, je me porte mieux. Bon, allez, pour des raisons de voyage, pour des raisons d'écriture et pour des raisons de santé, vous êtes parti, mais vous êtes là. Vous comprenez mon bonheur ce soir. Merci. Eh bien, avec votre permission, nous allons tout de suite entamer notre petit débat après ceci. Malgré les campagnes de sensibilisation, eh bien, on peut dire que l'incivisme continue sur la route. Le point de la police spéciale, donc la sécurité routière, du ministère des Transports, eh bien, évoque 1268 infractions enregistrées en une semaine. Mais quand même. C'est pas mal. C'est le cas de le dire. Ça fait peur, Élisée. Oui, effectivement. Bon, ça pourrait aussi s'expliquer d'une manière ou d'une autre, parce que quand on voit cette période, on voit que c'est la période de Pâques. La période où il y a un fort mouvement de personnes sur les routes, notamment avec, comme on le sait, généralement en pays baoulé, ce qu'on appelle Pakinou, qui est le moment choisi par ce peuple-là pour se retrouver généralement autour des questions de développement de leur village. Donc il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de mouvements de personnes sur cette période-là. Et bien évidemment, quand généralement c'est comme ça, avec l'environnement, toute l'euphorie et tout ça qui est tout autour, on a souvent affaire à ce genre d'infractions, à ces déviations qu'on a pu constater ça et là. Mais comme je le dis, ça ne doit pas être une raison, ça ne doit pas être un motif pour justifier que les uns et les autres s'adonnent à ces infractions-là. Moi, je félicite déjà les forces de police, les forces de police qui sont restées vigilantes, les forces de sécurité qui sont restées vraiment vigilantes, et qui ont pu quand même relever toutes ces infractions-là, qui pour certaines ont subi la rigueur de la loi et pour d'autres certainement ont fait objet de verbalisation ou qui ont fait juste objet d'avertissement. Mais cela nous interpelle, nous tous en tant que citoyens, sur la nécessité de vraiment faire très attention à ce que nous faisons. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, malheureusement, quand un accident arrive ou quand une tragédie arrive due à une mauvaise conduite et autres, tout ça, il y a des victimes parfois innocentes, qui, elles, ne sont même pas responsables de la situation, mais qui y perdent la vie. Et quand on sait qu'on a la responsabilité de la vie de plusieurs personnes,
dans le véhicule, pendant qu'on est au volant, il est nécessaire vraiment d'avoir une certaine attitude qui sied et qui permet de préserver ces vies-là. Et c'est vrai que tu parles un peu de cette période, on va dire festive, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que aussi, quand on a ces périodes festives-là, on a plus d'organes de sécurité qui sont déployés dans les rues pour essayer de, j'ai envie de dire, de réguler, justement, d'éviter que tout le monde parte à l'excès. Et c'est peut-être ce qui pourrait justifier aussi cette hausse, parce qu'on passe quand même de 298 infractions à 1000 et quelques. Donc, c'est énorme. Mais ça, c'est paradoxal, parce que de votre analyse, on déploie plus d'éléments et il y a plus de... Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous constatez déjà, on a plusieurs méthodes en ce moment de verbalisation. On a la vidéo-verbalisation, on a les forces de sécurité routière qui sont présentes et tout ça. Et vous remarquerez que dans les périodes de fête, on a énormément plus de forces de sécurité routière. On les voit beaucoup plus. C'est juste parce qu'on n'a pas le temps de toutes les enregistrer. Exactement, on s'est compris. Donc moi, selon mon analyse, en tout cas, ça n'a pas forcément baissé. Et là, on est dans une période où on est un peu dans cette phase de début de vraiment verbalisation. On est dans cette phase de constat, j'ai envie de dire, de constat réel de ce qui est, de combien d'infractions est-ce qu'on peut avoir sur une telle durée. Donc, pour le moment, ce qu'on voit, c'est, pour me répéter, juste un constat, en fait. Et donc, quand les chiffres haussent comme ça dépend justement de est-ce qu'on a plus de forces de sécurité routière? Parce que vous êtes d'accord avec moi, on circule tous dans la ville d'Abidjan. Il y a des jours où on les voit plus que d'autres jours. Il y a des jours où, comme on le dit, ils sont déployés dans la ville. D'autres jours, on les voit beaucoup moins. Donc, ça peut justifier aussi certaines fluctuations de chiffres. Ce qui fait peur, justement, c'est qu'on aurait pu, à contrario, imaginer que la présence massive de ces forces de l'ordre-là dissuaderait... Mais on va en venir. Comme je disais, on est dans une phase de constat. Et c'est aujourd'hui, c'est dans cette phase que tous les conducteurs vont se rendre compte que c'est sérieux, cette histoire, entre guillemets, comme on dit chez nous. Et donc, tout le monde aujourd'hui essaie de faire attention. Tout le monde va essayer de ne pas se faire prendre parce que ça paraît beaucoup plus sérieux. Alors, tout ça, est-ce que vous avez vraiment l'impression que... Globalement, on parle d'incivisme sur la route, mais la question même de l'incivisme, même dans le cœur des Ivoiriens, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est pris au sérieux, la question du civisme? Je vous remercie, je parle comme un invité. C'est très pertinent comme question, parce qu'en fait, la notion d'incivisme est une notion un peu fourre-tout, dans laquelle on peut tout mettre. Un civisme fiscal, pour ceux qui font tout pour échapper à l'impôt, qui ne contribuent pas. Le taux de recouvrement dans notre pays est très faible, ce qui crée des problèmes de sous-développement. L'incivisme en milieu scolaire, on l'a vu il y a quelques mois avec les élèves qui voulaient partir un peu plus tôt en vacances, etc. Et puis l'incivisme à col blanc dans les administrations, dans les entreprises, ceux qui pillent les deniers publics par exemple, avec les détournements, etc. Mais ça, ce sont des incivismes entre guillemets qui sont, disons, invisibles. Ce qu'on voit le plus, c'est l'incivisme sur les routes. Des conséquences parce directes. Que ça se matérialise par des accidents, par des infractions qui peuvent être verbalisées, etc. Mais tout cela est la résultante d'une crise de légitimité, je dirais, gouvernementale et politique, parce qu'il y a un refus de l'autorité. Ces gens-là sont sur l'espace public et ils estiment qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et naturellement, cela ne va pas sans conséquence, puisqu'il y a mort d'hommes, il y a des personnes qui sont blessées dans leur intégrité physique, etc. Et je pense que c'est un peu à l'image de notre société qui, depuis 30 ans, se délite. Que l'avancée démocratique n'a pas, malheureusement, accouché de pratiques et de comportements vertueux en société. Et qu'on l'a vu en 93 ou 19 avec le coup d'État qui renverse le président Bédié, c'est quand même une forme d'incivisme achevé, c'est-à-dire qu'on fait un doigt d'honneur aux institutions, on attaque ceux qui incarnent la République. Ensuite, il y a la rébellion en 2002, et puis la guerre civile fratricide entre des partis, etc. Donc, il y a une nouvelle société, un nouveau pacte social. Je pense qu'il faut réinventer, refonder le pays, et qu'il y ait des valeurs qui soient imposables à toutes et à tous dans notre pays. Élisée, tout à l'heure, M. Alain Toussaint évoquait justement la question de l'incivisme. Est-ce que,
à côté de ça, on ne va pas toucher du doigt un problème de méconnaissance même des codes de la route. Il y a des infractions, je peux imaginer qu'il y a des gens aujourd'hui, ce n'est pas que leur volonté certainement de commettre une infraction, mais ces personnes n'ont pas suffisamment d'informations ou de formation pour pouvoir les éviter. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je trouve que c'est pas Après, faux. on peut réagir. Hein. Ouais, je trouve que c'est pas faux. En termes de causes, il y en a plusieurs causes qui pourraient expliquer la situation qu'on vit, hein, ces situations d'incivisme qu'on vit. Plusieurs causes pourraient l'expliquer. Moi, je ne vais vraiment pas m'étendre trop sur les causes parce que j'estime quand même qu'aujourd'hui, pour les efforts qui ont été faits jusqu'aujourd'hui, pour le fait que tout le monde a la capacité d'aller à l'information, d'avoir l'information, il y a une volonté manifeste quelque part de rentrer dans les rangs d'un certain nombre de... Et pour moi... Non, mais pardon, je me permets de vous interrompre, Élisée, mais c'est vrai qu'on parle, Alain tout à l'heure disait l'incivisme c'est un bien grand mot, mais au-delà de ça, il y a des professeurs qui ne font pas bien leur boulot, il y a des journalistes qui ne font pas bien leur boulot, il y a des médecins qui ne font pas bien leur boulot. On ne parle pas forcément là d'incivisme, mais lorsqu'il y a des chauffeurs qui ne font pas bien leur boulot, tout de suite, ce qu'on évoque, c'est l'incivisme. Mais quand je dis on parle pas là d'incivisme, qui est le on qui ne parle pas d'incivisme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui est là, qui lui doit parler d'incivisme? C'est-à-dire c'est son rôle de parler d'incivisme. L'incivisme, c'est tout le monde qui en parle. Toi et moi parlons d'incivisme. Tout le monde doit pouvoir parler d'incivisme. Dans le cas que tu évoques, dans le cas que tu as évoqué, notamment ceux qui ont un manque de formation ou d'information, Élisée le dit, on est à une époque où l'information, elle est là. Quand on sait consciemment... Ça n'exclut pas qu'on ait l'information est là, ça n'exclut pas qu'on ait des instituteurs qui sont mal formés. Non, mais des instituteurs qui sont mal formés, ça, c'est tout un autre problème qui est en train d'être réglé en amont. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que conducteur, parce que ce qui représente un danger direct sur la route, c'est le conducteur qui n'est pas formé. Très bien. Et en tant que conducteur, quand je sais que je ne suis pas formé et que je ne sais pas lire des panneaux et qu'on est en ce moment dans une campagne de sensibilisation qui appelle à faire attention à éviter des accidents, là, on parle de responsabilité et c'est là où on va parler de civisme. J'ai la responsabilité d'être formé avant de prendre mon volant, avant de porter des vies humaines. Si votre médecin n'est pas formé, je peux vous assurer que ça va être direct sur votre santé. je peux vous le dire. Élisée, c'est à vous. Voilà, donc comme je le disais, en termes de causes, les causes, elles sont nombreuses. Vraiment, on ne va pas trop s'étaler dessus. Moi, je voudrais qu'on soit tous clairs sur une chose. On ne pourra pas avoir 28 millions d'Ivoiriens, selon le dernier recensement, 28 millions d'Ivoiriens qui sont imprégnés au civisme. C'est pourquoi l'État, dans son fonctionnement, a mis en place des moyens ou s'est doté de moyens pour permettre aux uns aux autres de rentrer dans les rangs. Aujourd'hui, on n'est plus au stade, moi j'estime pour ma part, qu'en termes de sensibilisation, beaucoup est fait, beaucoup a été fait et beaucoup continue d'être fait. Il faut adjoindre à cette sensibilisation la répression. Moi, je trouve que c'est... Non, ça, je reste fondamentalement attaché à ça. Chez nous, il faut arriver à un moment qu'on puisse sanctionner. C'est important. Toute société va avec la sanction. Il y a des sociétés aujourd'hui où quand vous arrivez, vous n'avez même pas un policier devant vous. Mais vous ne pouvez même pas prendre le risque de griller le feu. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un certain niveau quand même de civisme en fait. Mais ça, il a fallu qu'on passe à plusieurs étapes, parmi lesquelles la répression également. Donc j'estime pour ma part qu'à un moment, il faut que la répression rentre en ligne de compte pour que les uns et les autres puissent suivre. Voilà. Oui, la répression. On ne mettra pas un policier derrière chaque Ivoirien. Moi, je vais juste relever quelques observations. C'est vrai qu'il y a l'incivisme routier, des mauvais comportements. J'estime que se comporter mal sur la route traduit en fait la manière dont on est éduqué. Voilà, ce n'est pas une question de diplôme, parce que parfois on voit des gens à bord de 4x4 rutilantes. J'imagine que ce n'est pas le petit gagne-pain d'Abobo qui travaille 20 heures par jour, qui est à bord de cette 4x4 et qui conduit comme s'il était seul sur la route. Bon, il y a ça, ces faits-là. D'autre part, on observe aussi souvent l'absence de marquage sur la route. Il n'y a pas de panneau d'indication, de ralentisseur. Donc, je veux dire, le travail se fait dans les deux sens. De la même façon qu'on est exigeant vis-à-vis des usagers, l'État doit prendre aussi ses responsabilités en faisant en sorte que quand on construit de belles routes qui coûtent des centaines de milliards, on prend le soin de faire du marquage au sol. Et de les entretenir. De mettre des panneaux d'indication pour imposer à ceux qui empruntent ces voies-là de respecter les limitations de vitesse, par exemple, ou bien le passage ou la sortie d'élèves, etc. Effectivement, il faut une réponse judiciaire à ceux qui
portent atteinte volontairement à l'intégrité physique des autres. Parce que, ou inconsciemment, parce que de mais façon... bien sûr, Voilà. non, consciemment, parce que je suis désolé, mais quand vous êtes dans une rue où il faut rouler à 30 et que vous arrivez à 80, vous renversez des vendeuses ou bien des piétons, je pense quand même que là, il y a une volonté délibérée de tuer, de faire du mal. Et là, l'État doit être, comme on dit, intraitable et apporter la réponse qu'il faut. Absolument, vous parlez de cela, on a parlé sur la route, mais aux abords des routes, vous évoquiez la question de l'entretien même des routes, ou même encore dans les maquis, dans les bars, où on sert de la boisson aux gens et on ne fait rien lorsque ces personnes-là s'en vont... Au volant, ces personnes sont ivres, elles ne doivent pas conduire. On a vu l'année dernière, où il y a 2 ans, cette dame, et son fils et son mari renversés aux arcades. Ouais, bon, vrai, ouais. Ça c'est un crime. Et ces jeunes-là aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, j'espère qu'ils ne sont pas en train de profiter de la vie tranquillement, mais enfin, c'était un meurtre quand même. Parce qu'ils étaient ivres, ils ne devaient pas conduire. C'est vrai qu'on parle, ce genre-là. on parle que des cas d'ébriété, on parle que de, j'ai envie de dire, des comportements dangereux au volant, mais il ne faut pas oublier que dans les chiffres ici, les chiffres les plus élevés, parfois, c'est les manques de documents qu'on est censé avoir. Certains n'ont pas leur papier à jour, certains n'ont pas leur visite technique, leur assurance à jour, etc. Et parfois, ils n'ont même pas le permis. Mais oui, c'est aussi des délits. Et c'est aussi quelque chose qui met en danger la vie des autres sur la route. Très bien. Mais on termine avec vous. Il y a un autre important cas même d'incivisme routier qui n'est même pas lié au fait que les gens soient au volant en train de conduire, mais les stationnements. Quand vous prenez la route juste de Siad, quand vous prenez la route au niveau du Siad, Mputo, jusqu'à la nouvelle voie qui a été construite, un chef-d'œuvre magnifique qui a été réalisé par les pouvoirs publics. Mais toute cette voie-là, pratiquement la moitié de la voie est occupée par des véhicules. Tout est devenu des parkings, des véhicules gars là. Même ici, parle non loin même de l'AFTV, la nouvelle voie qui vient d'être construite. Souvent, quand vous arrivez là à une certaine heure, vous voyez des remorques, des voitures là qui sont garées, qui ont carrément fermé une partie de la voie. Et je crois que ça aussi, c'est de l'incivisme. Arrivé à un certain moment, il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités. Les routes n'ont pas été faites pour servir de parking, pas du tout. Les routes étaient faites pour permettre aux gens Élisée, excusez-moi, mais quand on conçoit une route, moi je ne suis pas ingénieur en ponts et chaussées, mais j'imagine qu'on prévoit quand même la chaussée. Voilà. Oui, on prévoit une chaussée, bien sûr. Où les véhicules peuvent stationner, non pas garés, mais stationner provisoirement, le temps de prendre quelque chose, etc. Et j'ai observé quand même que très souvent, les routes, compte tenu du manque d'espace, parfois ne prévoyaient pas ces espaces-là qui permettaient même d'avoir des dégagements quand on est fatigué ou bien on a un souci technique de quitter la voie principale pour se mettre enfin sur le côté. Mais allez-vous parler de garer de façon rapide pour faire quelque chose? Moi, je suis en train de vous parler des voies qui ont été transformées en des parkings. C'est-à-dire que les véhicules viennent rester là tout le temps. Il y a même des voies qui ont été transformées en gares. Oui, mais ça c'est courant, ça c'est partout dans le pays. Il y a une gare de Guacara juste à la montée du pont là. Les carrefours, oui. C'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est vraiment très dangereux. Mais là, il appartient aux forces de l'ordre d'aller les dégager. Voilà au pouvoir public. Et là, on en parle, et ça, j'aimerais bien revenir sur la responsabilité, parce que tu disais que c'était partagé, c'est vrai qu'on accuse souvent les conducteurs. Enfin, pas partagé, mais en tout cas, il faut que les forces de l'ordre, c'est-à-dire au bout d'une heure, soit crédibles dans leurs actions. D'arrêt, on a demandé au camion de partir. On a le nombre de personnes qui ont été arrêtées et qui ont été en infraction, mais derrière, on ne sait pas quelles ont été les mesures de sanction derrière. Est-ce que ces mesures ont vraiment été suivies? Parce que parfois, oui, il y a des négociations, il y a un peu de corruption derrière et tout. Donc si une fois, moi, j'ai été arrêtée, je parle de moi, mais voilà, je clarifie. Si j'ai été arrêtée une fois, que j'ai demandé pardon, qu'on m'a laissé passer, qu'est-ce qui m'oblige à aller être en règle? Je me dis que demain, je pourrais redemander pardon et puis passer. Donc les responsabilités sont partagées. Chacun doit avoir sa part de civisme, que ce soit les forces de sécurité routière ou les conducteurs. Stationnements illégaux ou illicites, c'est sur toute l'étendue du territoire. Moi, j'étais à l'intérieur du pays il y a quelques jours. Siporex, Gesco, voilà, ces gros camions, les gares qui poussent comme des champignons partout dans les communes d'Abidjan. À un moment donné, il faut que la force publique aussi prenne ses responsabilités. Il y a des polices municipales, dit-on. Il faut que celles-ci fassent leur travail. Force reste à la loi. Voilà. Écoutez, et puis surtout, c'est à la base, on va tout de suite rappeler donc le sens des responsabilités et du civisme des uns et des autres, parce qu'en plus, sur la route, et la route tue, il faut faire attention. Voilà. Que prévoit la loi en cas de prise de congé annuel, dans le cas de prise de congé annuel dans le monde du travail? On en parle en compagnie de Mélissa qui nous rejoint, comme tous les mardis, dans Que dit la loi?
Très, très bien. Bonsoir Mélissa, merci de nous rejoindre. Bonsoir Brice. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mélissa. C'est vrai que non, je me souviens d'une époque. Bonsoir, comment allez-vous Mélissa? Ça va? Bon, alors, il faut prendre des congés annuels. Comment se fait la prise de congés annuels? C'est quoi les congés déjà? On va définir les congés. À un moment donné, on s'est dit, bon, on a travaillé deux mois. Faut aller au projet, on est congé. fatigué. Et je sens que les gens sont fatigués parce qu'on nous pose plein de questions sur les cas d'absence. Donc aujourd'hui, on va parler du congé annuel. Donc qu'est-ce que le congé annuel? C'est la période à laquelle le travailleur va être autorisé à s'absenter du travail pour l'utiliser à des fins personnelles, donc vacances, repos, tout en étant payé par l'employeur. C'est surtout ça. C'est les petits détails un peu croustillants. C'est un peu comme le chômé, payé, mais on est juste payé. On est payé pour se reposer. Voilà. Alors, le congé, qui a droit au congé? Alors, ça va être un travailleur. Donc là, on va parler du Code du travail. Hein. Donc, ça va être un salarié. Et ces congés-là, le droit au congé annuel va être acquis après 12 mois de travail effectif. Donc, lorsqu'on est engagé... Boulot et 3 mois après, tu dis, chef, laissez-moi le congé. Voilà, à moins que vous ayez un employeur gentil et compréhensif. Donc, parce que ce que la loi dit, c'est un minimum. Donc, l'employeur, les conventions collectives, les syndicats peuvent militer pour avoir plus. Mais ça, c'est le minimum que la loi donne. Donc, quelle est la durée? À combien de jours avons droit par année? Quelqu'un veut se lancer? Combien de jours? Oui. 30 jours? Calendaire. Ce que la loi dit, calendaire. en fait, la loi parle 2 de jours jours. et demi par mois, non? C'est ça, 2,2 jours. C'est ça. 2,2 jours par 2,2 jours ouvrables par mois cumulés. Donc, ça donne à peu près 26,4. Écoutez, moi, j'ai étudié en droit, hein. Pas en maths. Ouais, Donc, 4 26,3. semaines Voilà. Et on parle de jours ouvrables. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que dans les jours ouvrables, on ne va pas compter tout ce qui est jours fériés et chômés. Donc, par exemple, disons que j'aurais demandé à mon employeur de partir en congé, bon, par courtoisie, je lui demande par exemple le mois passé, je voulais partir par exemple demain et revenir seulement le lundi dans 2 semaines. Donc, normalement, dans mon décompte de congé, on ne va pas compter le jeudi ou le vendredi qui va éventuellement être férié en fonction de la lune, on attend toujours. Et par exemple, le lundi, qui est déjà férié parce qu'on le sait, parce que c'est la fête du travail. Donc, ces jours-là ne vont pas être comptés, normalement, ne devraient pas être décomptés dans mon solde de congé cumulé. C'est bon, Sauf si, Tu t'es fait berner. sauf si dans l'entreprise, on compte les jours par jour calendaire, donc justement le 30 jours en question. Donc, ça peut être voté dans le règlement intérieur, on aurait pu décider de les compter en jours calendaire et dans ce cas-là. Ah, d'accord. Donc, c'est pas de facto, c'est en fonction des contrats, en fonction des entreprises. En fonction des règlements Il y a un intérieurs. minimum quand même qui est régulé. Mais s'il n'y par- a pas de règlement intérieur, c'est les jours ouvrables qui s'appliquent. Qui s'appliquent. Donc, 2,2 jours. Et ces jours-là, ces durées-là vont être majorées en fonction de l'ancienneté. Donc, par exemple, quand on va atteindre 5 ans d'ancienneté, on va avoir un jour de plus qui va venir s'ajouter. Donc, on va passer à 3,2 jours. Et ça va se cumuler comme ça jusqu'à, Un jour par exemple, qui s'ajoute par mois. par mois. Ok. Donc, et là, quand on va avoir 30 ans d'ancienneté, on arrive à un maximum de 8 jours qui viennent s'ajouter aux 2,2 jours. Donc, on a 10,2 jours ouvrables de congé par mois. Par mois? Mais il faut attendre 30 ans. C'est une semi-retraite, ça s'appelle. Alors, c'est vrai. Pendant que je suis en train de penser là. Brice, on dirait que tu as une vraie histoire avec ce truc. Ah, On dirait qu'on t'a berné. Oui. Non, mais alors, on décide des jours de congé. Est-ce qu'on décide de ces jours de congé? Bonne question. Merci. J'ai pas... J'étais sûr qu'il y avait un Comment truc les dans ma tête. placer, c'est vrai. On peut déposer des jours. Alors, qui décide? Mais c'est le travailleur, je crois, qui dit, bon, j'ai fini peut-être les 12 mois, ou etc., et je souhaiterais partir. Entente mutuelle? Oui, je En pose, congé pour 10 je jours. pose mes congés. Non, mais ok, d'accord. Moi, une proposition. Moi, j'ai une meilleure. Je crois que c'est... bon, c'est pas un choix, mais c'est une proposition que l'employeur fait. C'est-à-dire, il choisit. Il ne dit pas, je pars de temps en temps. Non, que mais il dit, l'employé fait. Que l'employé, oui, que Ouais. l'employé fait. Que je propose partir de temps à temps. Il doit avoir l'accord de la hiérarchie, je suppose. avant. Effectivement. Donc, en fait, en réalité, le choix revient à l'employeur. Mais est-ce qu'on peut subdiviser ces jours? Disons la décision finale. Ben, le choix même à la base revient Ah à oui. l'employeur. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui décide de la période de congé, de l'ordre à laquelle les l'employé, lui, il employés négocie, en et de la fait. période de congé en fonction des nécessités de son activité. Donc c'est ce que la loi dit, en tenant compte évidemment, dans la mesure du possible, des désirs de l'employé. Oui, parce que si nous, tous Donc, les c'est quatre là où ici, la on a décidé proposition- d'aller en congé dans une semaine, c'est rapide. nous a dit,
Écoutez les gars, c'est votre C'est droit. logique, hein? Tu On vois? va les diffuser. Non, mais moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est obligé de cumuler tous ces jours ou est-ce qu'on peut les poser comme on veut? Alors, ce que la loi dit normalement, c'est que vous devez prendre votre congé annuel, la totalité de votre congé annuel. Ah, ok, d'un coup. Maintenant, si l'employé est d'accord, donc il faut votre consentement pour pouvoir fractionner ce congé-là. Et tu le fractionnes, tu prends 2 jours par mois et puis tu Mais il faut quand même. si t'as pas Mais pris de vacances. n'oubliez pas, hein, c'est l'employeur qui décide. Donc, à mon avis, votre employeur Ouais, non, ne c'est serait pas tout compliqué, à fait d'accord effectivement, ouais. avec. Il a quand même besoin de vous au travail. Mais par contre, quand on fractionne, il faut quand même qu'il y ait une période de 14 jours consécutifs qui va être pris. De 14 jours de repos ok. qui va être pris. Donc, D'accord. dans les 26 jours ou à peu près 30 jours qu'on a, donc il faut au moins qu'on ait 2 semaines de congé qui soient pris par l'employeur pour que le fractionnement fonctionne, selon la loi. Alors, il y a des congés, congés maternité, congés maladie. Ceux-là ne vont pas être décomptés du congé annuel. Ah, Ok. ben, c'est bon. Donc, Ça on concerne les hommes aussi maintenant, le congé maternité. Les hommes, les papas maternité, peuvent prendre... non. On Non, parle les- de congé de Oui. paternité. Oui, c'est et ça. parental. Oui, je veux dire que Mais oui, le congé dans le cadre de parental. dans le oui, cadre oui. d'une maternité, en fait. Quand il y a une voilà. maternité, C'est ça, voilà. le repère. Et éventuellement, on va avoir voilà. aussi tout ce qui est congé exceptionnel, mais on aura l'occasion d'en parler, comme par exemple le cas de la naissance, par exemple, D'un enfant. d'un enfant, à combien de jours le père a droit pour y aller, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ben, de toute Non, façon, parce que on il parle reste bien des plus PACS. le- Hein, le donc, père avec pater- les PACS maintenant, le père congé paternité, maternité. maternité, c'est Le congé voilà, même maternité, maternité, c'est bien. c'est ça. Merci Mélissa. Merci beaucoup. On retrouve mardi prochain. Allez, merci. Je t'en On marque prie. une pause avant de recevoir notre invité. Alors, tu peux partir en vacances. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Hein. Merci de nous suivre, merci d'être toujours présents et également sur nos pages des réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux et très actifs. En tout cas, nous avons vos différents commentaires. Rihanna nous lisait le commentaire tout à l'heure de notre cher internaute qui est en Italie, par exemple, et qui nous regarde, à qui on dit bonjour ou bonsoir. Bon, allez, il est l'heure pour nous recevoir notre invité. Nous avons été rejoints par M. Abou Bamba. Je rappelle qu'il est président du comité d'organisation de la prochaine COP15 ici à Abidjan. Bonsoir M. Bamba. Bonsoir. Merci d'accepter d'être en notre compagnie ce soir. Merci de me recevoir. Pour nos téléspectateurs, la COP15, il y a eu un petit débat en loge tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la COP15? Petit Mais- travail de pédagogie. On va faire très, très simple, effectivement. La COP15, c'est la 15e conférence des parties. En anglais, COP, ça veut dire Conference of the Parties. C'est la conférence dans des parties, des États partis à un accord multilatéral sur l'environnement, en l'occurrence, des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et la Côte d'Ivoire abrite donc cette COP15. C'est Avec- bien ça. Voilà. Tout à l'heure, on parlera des détails de l'organisation parce que vous êtes le président du comité d'organisation. Élisée? Oui, déjà, je voudrais demander au président du comité d'organisation, aujourd'hui, nous sommes, disons, à moins de 15 jours du démarrage de cette COP-là. Quel est l'état des lieux? À 15 jours, à moins de 15 jours, effectivement, du début des activités de la COP15, l'état des lieux, c'est que nous sommes prêts à accueillir la manifestation. Nous sommes prêts à différents niveaux. Au niveau de la sécurité, par exemple, nous avons établi avec les forces de défense, la gendarmerie, la police, un plan de sécurisation de l'événement. Ça, c'est bon. Au niveau des transports, on a voulu réduire l'empreinte carbone de cette manifestation. Donc, et d'éviter aussi que les Ivoiriens soient gênés par le fait qu'on accueille 5 000 à 10 000 personnes de plus dans un réseau de transport qui est ce qu'il est. Donc, on a essayé de favoriser le transport par voie lagunaire. Ça va se tenir sur le site de Soufrière Hôtel Ivoire. Donc, c'est de rassembler tous les participants au niveau des hôtels jusqu'à la gare de la République, à la gare de Trècheville, ou bien à la gare de l'INGS et faire la traversée par bateau. Ça a deux avantages, donc éviter les embouteillages et puis aussi éviter nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et comme c'est une réunion sur l'environnement, on s'en tient aussi à nos engagements pris dans le cadre de la COP21 à Paris. Je veux savoir, y a-t-il des chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus? Si oui, combien seront-ils environ? Sans trahir le secret en matière de sécurité, la réponse, est-ce qu'il va y avoir des chefs d'État? C'est oui. Parce que le chef Délégation de haut niveau? De très haut niveau, le chef de l'État a invité, on va dire, une trentaine de chefs d'État. Plus de la moitié ont répondu favorablement.
Donc, pour des questions évidentes de sécurité, Non, je ne vais pas vous Emmanuel dire... Macron, il a confirmé qu'il viendra parce qu'on je parle de passe- sa je prochaine passe venue mon tour. comme première visite hors de France, enfin en tout cas en Afrique après sa réélection. Le président Macron, effectivement, a mis l'environnement comme priorité dans son programme de gouvernement. On parle même d'une femme comme Premier ministre. Potentiel Premier ministre, Voilà, potentiel. Premier ministre écologiste des Verts. Mais je m'en tiens aux dispositions sécuritaires de ne pas dévoiler quelles sont les personnalités qui viendront en Côte d'Ivoire et vous allez le comprendre pourquoi. Ok, moi Moi, je... j'aimerais bien savoir tout d'abord qu'est-ce qu'on devra retenir, quels seront les moments forts de cette rencontre. Les moments forts de cette rencontre, ça va être premièrement le sommet des chefs d'État, parce que le président, comme je dis, a invité plusieurs chefs d'État qui ont répondu favorablement de toute la planète. Et puis peut-être avant ça, il faut voir le caractère historique aussi de cette manifestation. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on reçoit ici 196 pays, 5 à 10 000 délégués, et c'est la plus grande réunion jamais organisée par les Nations Unies en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est le sommet des chefs d'État, qui va discuter d'une problématique qui nous paraît peut-être éloignée, mais c'est la sécheresse et la désertification, la perte de production agricole et toutes les corrélations qui existent avec les problèmes de développement dans le pays, ou dans les pays ou dans le monde. Par exemple, les liens entre la perte de production agricole et la montée des extrémismes violents. Ça, c'est une réalité. Les gens, parce qu'ils mangent moins, les gens, parce qu'ils produisent moins, parce qu'ils ont moins d'argent, ils sont plus sensibles au discours, effectivement, des extrémistes violents. L'autre chose aussi qu'il faut retenir pour notre pays, c'est tout ce qui est effet économique et effet financier. Nous avons 10 000 personnes qui vont débarquer ici en Côte d'Ivoire. Les Nations Unies vont investir de l'argent dans cette manifestation. L'État de Côte d'Ivoire aussi. Ces 10 000 personnes vont acheter des billets d'avion. Et si vous voyez la structuration des billets d'avion, la moitié des taxes vont dans le pays où effectivement l'avion arrive. Donc ça, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État. Et il y a ce qu'on appelle les effets économiques induits. C'est là où les 10 000 personnes là, vont mettre leur argent dans des hôtels, dans des restaurants, dans des maquis, dans des taxis, dans des transports en commun. Et ça va permettre à tous ces secteurs d'activité-là qui ont souffert de la crise à Covid-19 de pouvoir rebondir. Et c'est de l'argent qui va rester ici. Même l'argent que le gouvernement va investir, c'est une création de richesse, une création d'emplois. Voilà. Donc, Au-delà des personnes qui seront là, est-ce que c'est ouvert au public? Non, c'est pas c'est une réunion des Nations Unies, c'est une réunion des plénipotentiaires, c'est pas une réunion ouverte au public. Il faut s'inscrire, il faut faire partie d'une délégation. Je voulais savoir, vous parler de l'argent investi par l'État. Peut-on avoir une idée de ce que va coûter aux contribuables ivoiriens ce grand raout onusien en Côte d'Ivoire et la part des Nations Unies à l'organisation d'une telle rencontre? C'est ce que l'État met on est en famille, on peut se dire. Hein, la télévision en direct, on est en famille. Non, mais c'est la famille ivoirienne. Voilà, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a aucun souci. Moi, je regarderais la question de notre côté, c'est qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne à la fin, quel que soit l'investissement qu'on fait. On aura l'occasion d'en parler. Le président de la République a demandé, oui, effectivement, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qui reste là quand les gens sont partis après? Ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le Abidjan Legacy Programme. C'est le programme initiative d'Abidjan. On a fait beaucoup de COP dans le monde entier, mais qu'est-ce qui va rester? Donc, le président nous a demandé de réfléchir à un vaste programme de restauration et de réhabilitation des terres ici en Côte d'Ivoire pour augmenter la production agricole, créer de la richesse, créer des emplois, réduire la pauvreté, réduire les disparités entre les régions. Donc, pour l'instant, nous en sommes à 1,3 milliard de dollars. C'est ce qu'on va gagner pour le financement, effectivement, de cette initiative d'Abidjan. Donc, rassurez-vous, ce que la Côte d'Ivoire va mettre dans cette manifestation. 1,3 milliard de dollars. 1,3 milliard de dollars. Et, ça fait environ 650 milliards. Oh, beaucoup plus, parce que 1 milliard seulement, ça fait 600 milliards de francs CFA. Et puis, mettez 300 millions là-dessus. Oui, le dollar, le cours. Voilà, on arrive à 700, 800 milliards de francs CFA. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une somme avec quand même beaucoup de zéros. D'accord, moi je voudrais... Mais quand même, ce que ça coûte aux contribuables, vous pouvez nous dire. Excusez-moi d'être lourd, mais bon, je vais non, vous n'êtes pas lourd. Ça coûte combien? Vous n'êtes pas. On sait par exemple que l'UPU, ça coûtait environ 3 milliards. Avec les retombées énormes pour le pays, le prestige pour le pays, c'est une somme minime par rapport au prestige. Donc, accueillir une réunion des Nations Unies, qu'est-ce que cela coûte à l'État ivoirien? Ça coûte à peu près la même chose que ça coûtait pour l'UPI, donc à peu près 3 milliards. Très bien. Et on gagne 700 à 800 milliards de francs CFA, c'est un super investissement. Super. En tout cas, j'y vais. Ok, d'accord. Là, on Pourquoi va vous étiez réservé, monsieur Bamba, à vouloir donner ces chiffres? On voit le thème choisi pour cette COP15, c'est terre, vie, patrimoine, des mondes précaires vers un avenir prospère. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a milité au choix de ce thème? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif en mettant ce thème?
Alors peut-être aller d'abord commencer par le début d'un monde précaire. Effectivement, nous sommes en ce moment dans plusieurs crises. On a parlé des 4C, les coups d'État, Covid, le climat, et puis des conflits de part et d'autre. Ça fait beaucoup de C, ça. Voilà, ça fait 4C, effectivement. Donc nous sommes dans cet environnement, dans cette configuration où on hésite, on ne sait pas très bien ce qui se passe, à quelle sauce on sera mangé. Et donc ça, c'est un peu la précarité, c'est un peu la probabilité pour qu'un risque survienne. Et ensuite, on s'est dit, mais il faut que les gens espèrent. Et donc on veut sortir de cette précarité et aller vers un avenir prospère. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là. Mais vous avez parlé de terre, vie et patrimoine. Terre parce que c'est la base de tout. Nous avons 322 000 km², 322 000 km, 600 km² de terre. C'est ça qui fait la nation que nous sommes aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et tous ceux qui vivent dans notre pays. C'est la terre. Et terre, là, c'est avec S à la fin. C'est vraiment ce que nous avons de plus important. Ensuite, la vie, c'est ce que nous avons le plus précieux. C'est ce qu'il faut sauvegarder. Et puis, bon, notre patrimoine, lorsqu'on sera tous partis, c'est ce qu'on va léguer aux générations futures. Donc, c'est un peu l'esprit et la lettre du thème de la COP15. Alors, le 9 mai, la Première Dame, Madame Ouattara, va présider un caucus sur le genre qui replace la femme, nos mères, nos sœurs, au cœur justement de cette politique de lutte contre la désertification. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments ? Oui, effectivement, Madame la Première Dame a gentiment accepté de présider le caucus des femmes de la COP15, donc avec la présidente de la Finlande, l'ancienne présidente de la Finlande, Madame Amina Mohamed, d'autres personnalités en tout cas de très haut niveau et d'autres premières dames aussi. Pour ce qui concerne le rôle de la femme par rapport à la lutte contre la désertification, la femme est victime. La femme, surtout la femme rurale, agricole, c'est elle qui produit tout ce que l'on mange sur les marchés. À 75% de ce qui est vendu sur les marchés à Djamé, à Yopougon, à Bobo, etc., est produit par des femmes à l'intérieur du pays. Malheureusement, leurs revenus ne sont pas à la hauteur de ces efforts-là. C'est des femmes qui se réveillent à 4 h du matin pour couper du bois, pour chauffer de l'eau, pour laver les enfants, et puis elles travaillent 2 fois au champ. Elles travaillent au champ collectif, et puis elles travaillent au champ de famille, le champ du mari, qui ne lui reviendra peut-être pas si le mari arrive à décéder avant elle. Donc, quand on a observé tout cela, on se dit c'est quand même un acteur particulièrement important de notre sociologie là, ici en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on tire ces femmes-là vers le haut? Comment est-ce que, parce qu'elles sont agricultrices, on réussit à leur donner une éducation, les alphabétiser? Comment est-ce qu'elles peuvent avoir accès à des soins de santé? Comment est-ce qu'elles peuvent se soigner, s'occuper de leurs enfants? Comment est-ce qu'elles peuvent avoir une retraite? Parce que ce n'est pas parce qu'on est cultivateur ou fermier qu'on n'a pas à avoir de retraite. Et puis, elles font un travail éprouvant quand même. Donc, il faut le reconnaître. Donc, avec la Première Dame, avec les Nations Unies, on a décidé de mettre en place, à l'issue des discussions qui vont avoir lieu dans le caucus des femmes, un programme visant à donner un peu plus de dignité à ces femmes-là, un peu plus de revenus et vivre dans des meilleures conditions. Mais quand on sait que l'économie de la Côte d'Ivoire est fortement appuyée sur l'agriculture, ça on en parle et tout, au-delà de cette question de genre, est-ce que les acteurs de cette agriculture seront présents à ces rencontres? Effectivement, vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, 115% de nos exportations, 35% de notre PIB, 2 tiers des Ivoiriens qui travaillent, en tout cas leur emploi là, est lié à l'agriculture. Donc c'est vraiment la base de notre économie, c'est la base de notre existence. Maintenant, ce que vous disiez tout à l'heure, la question c'était... Est-ce que les acteurs de cette agriculture seront conviés justement à ces rencontres? Oui, justement. Donc ce qu'on a fait avec l'argent de l'État, merci, on a décidé de faire venir de chacune des 31 régions du pays 5 jeunes et 5 femmes. Celles qui vivent au quotidien la désertification, en milieu rural, des agricultrices, des femmes là, qui ne vont pas à l'onglerie, celles qui ne mettent pas de maquillage. Voilà, exactement, qui produisent, qui on la met dans la terre tous les jours afin que nous, en ville ici, on puisse manger. Il faut qu'elles viennent donner leur part de l'histoire. Comment elles vivent ça? Et puis, comment elles aimeraient voir les choses changer? Qu'est-ce que nous, on peut faire en costume, cravate au plateau pour améliorer leur vie? Donc, il y aura donc 150 femmes qui viendront de chacune des 31 régions du pays et 150 jeunes aussi. Parce qu'il y aura un forum des jeunes dont le thème, c'est les emplois de la terre. Et d'autres acteurs? Il est important, oui, Rena, merci. J'allais dire d'autres acteurs en dehors de l'agriculture? Secteur privé. Ok. Business forum. Ouais, et puis les femmes qui vont à l'onglerie qui seront peut-être représentées. Oui, ça fait aussi de la clientèle, 5000 personnes.
dans une Il y moitié aura de sûrement femmes. des femmes qui vont... Ça peut être Non, les intéressant. Hongries, elles vont faire le lobbying pour que celles qui sont dans la puissent mieux Bon, travailler. parce que, en fait, tout ça pour dire que tout le monde est concerné par cette question. On marque une pause et on revient juste après. À tout de suite. Merci. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, M. Abou Bamba. Donc, je rappelle, il est président du comité d'organisation de la COP 15. Avec votre permission, nous allons véritablement mettre les pieds dans le plat avec nos chaussures. C'est important de le dire. À propos de cette organisation, on l'avait dit, il y a les Nations Unies qui mettent de l'argent. Certainement que... Est-ce que vous organisez cette rencontre-là avec un appui technique des Nations Unies? Ils donnent l'argent, mais est-ce qu'on va avoir des experts en sécurité qui vont peut-être appuyer nos forces de défense et de sécurité sur place? C'est une rencontre de l'ONU. Effectivement, la Côte d'Ivoire reçoit, mais c'est les Nations Unies qui organisent, c'est les Nations Unies qui invitent. C'est important de le dire. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Sofitel, le campus là où va se dérouler la manifestation, viendra en extraterritorialité pendant 2 semaines. Ça sera un territoire des Nations Unies, avec les forces des Nations Unies, avec leurs armes. Et les forces ivoiriennes ne seront pas autorisées à pénétrer, à moins qu'elles soient invitées. La sécurité va être assurée à l'intérieur du bâtiment, enfin à l'intérieur de la vicinité du Sofitel d'Ivoire par les forces des Nations Unies. Maintenant, au niveau, en dehors de la sécurité, au niveau technique, il y a ce qu'on appelle les événements parallèles, les side events. La réunion des plénipotentiaires avec les représentants des ministères des Affaires étrangères, avec les pouvoirs signés par le chef d'État et le ministre des Affaires étrangères qui viennent défendre le point de vue de leur pays dans le cadre de cette réunion des plénipotentiaires. Mais il y a surtout les événements parallèles. Et c'est ce qui, de mon point de vue, est le plus important. Et il y en a 2 qui sont intéressants, qui sont importants pour un pays comme la Côte d'Ivoire, pour une sous-région comme la nôtre. Le premier événement parallèle, c'est sur les impacts de la crise en Ukraine sur nos systèmes alimentaires ici. Comment la crise en Ukraine, en Russie, a impacté nos systèmes de production alimentaire et les prix dans les marchés, etc. Ça nous intéresse, ça nous parle. Parce que l'onde de choc, la telle qu'on la ressent en ce moment, le gouvernement a mis 136 milliards, vous qui aimez les chiffres, depuis le début de la crise pour subventionner, pour aider les ménages. On va en mettre beaucoup plus. Voilà, jusqu'à quand. L'onde de choc va être beaucoup plus violente. Si, en tant que pays responsable, on y prend garde. Puis on s'essouffle. Hein. On s'essouffle effectivement. Et j'ai une pensée particulière pour ces braves femmes-là dans les provinces, en tout cas de Côte d'Ivoire. On ne va pas faire de commentaires. C'est ça. Et le deuxième événement parallèle qui me paraît important aussi, c'est une série de discussions, un débat sur la nécessité pour un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on disait 35% du produit intérieur brut dépend de l'agriculture, d'avoir une banque d'investissement agricole. Connue pour ceux qui ont notre âge, hein. La BNDA, la BFA plus récemment. Parce qu'aujourd'hui, les projets agricoles en Côte d'Ivoire sont financés à hauteur d'environ 5% par les banques commerciales. Donc nécessairement, manifestement, il y a quelque chose qui manque. Donc on a fait venir par le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, la FAO, le PAM, la Banque africaine de développement et le gouvernement ivoirien aussi, les responsables des banques agricoles, Agricultural Development Bank de Ghana, la Banque d'investissement agricole du Sénégal, enfin tous les pays qui ont une banque agricole, pour partager avec nous leur expérience afin que la Côte d'Ivoire décide ou non d'aller vers une banque de développement agricole pour qu'enfin on ait un outil qui va financer le développement agricole dans notre pays. Donc c'est 2 événements comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres techniques qui, à mon avis, font avancer le débat sur ces discussions que nous sommes en train d'avoir, mais font avancer surtout le débat sur le développement de notre pays. Alors une fois qu'on a fini de dire ça, certains se demanderaient, mais de façon concrète, comment est-ce qu'on va ressentir les résultats de l'organisation de cette COP au quotidien? Comment est-ce que l'homme de la population lambda le voit au quotidien? Qu'est-ce qu'on devrait attendre après ça? D'accord, il y a 2 choses que vous devez attendre. C'est une injection de plusieurs dizaines, vingtaines de millions de dollars dans l'économie. Ça, il y en a, je pense, qui vont sentir. Les entreprises impliquées, le nombre de créations d'emplois pendant cette période-là, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'on travaille. Et on fournit du travail, effectivement, du fait de la contractualisation avec certaines entreprises. L'autre élément, et vous m'amenez à parler de ça, c'est le Abidjan Legacy Programme, le programme héritage tel qu'il a voulu, été conçu par le... comporte? Voilà, le Abidjan Legacy Programme, donc c'est un vaste programme de restauration et de réhabilitation des 60% des terres arabes dégradées ici en Côte d'Ivoire pour augmenter de façon exponentielle notre production agricole, pour augmenter la richesse, pour augmenter les revenus des paysans, pour augmenter les revenus de la Côte d'Ivoire, pour financer toutes les dépenses de financement, en tout cas
des infrastructures sociales là, qui ne rapportent pas de l'argent, tout ce qui est école, hôpitaux et j'en passe. Donc concrètement, nous en Côte d'Ivoire, on va s'en sortir avec ce Abidjan Legacy Programme financé à hauteur de 1,3 milliard de dollars américains. Oui, allez-y. Ok, M. Bamba, je vois en tout cas, c'est très, très intéressant tout ce que vous racontez. En Côte d'Ivoire, généralement, si c'est la réflexion elle est toujours menée. Mais généralement, là où on a des soucis, c'est le suivi, évaluation. Ce legacy programme, comme vous le dites, comment est-ce qu'on l'évalue, comment est-ce qu'on va le suivre, permettre sa mise en application et sur combien de temps peut-on espérer les résultats? D'accord. Peut-être avant de répondre à votre question, c'est de façon générale dire que la COP 15, c'est une COP de l'action. Nous avons été très regardants là-dessus parce que les instructions que nous avons reçues du gouvernement sont très claires là-dessus. Maintenant, vous dites comment est-ce qu'on évalue. Naturellement, on se donne des indicateurs de mesure de la performance dans le cadre d'initiatives comme ça. On se donne l'échéancier, on se donne un budget et puis on se donne des objectifs aussi à atteindre. Abidjan Legacy Programme, à l'intérieur, on veut augmenter la production de tant de pourcents sur 10 ans. Mais les cycles de planification, c'est 5 ans. Donc chaque année, on regarde, est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Et quels sont les moyens dont on dispose? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est les engrais organiques? Est-ce que c'est la mécanisation de l'agriculture? Est-ce que c'est la formation des petits paysans, des femmes, là, effectivement? Est-ce que c'est la maîtrise de l'eau? Donc c'est autant de moyens qu'on se donne. Donc il y aurait un comité, en fait, qui va suivre ça. J'allais dire une structure, un comité de pilotage, vous avez raison, qui réunirait en tout cas l'ensemble des ministères sectoriels. Les ministères sectoriels, ce n'est pas seulement les ministères de l'eau, des eaux et forêts, de l'agriculture ou bien les ministères de l'environnement. Les ministères sectoriels, c'est les ministères où on impacte, où on touche la vie des gens. C'est le ministère des jeunes, de l'emploi des jeunes, ça c'est important. Le ministère des femmes, c'est important. Le ministère de la lutte contre la pauvreté, le ministère de la planification, du plan, de planification du développement. Tous ces ministères sectoriels qui agissent pour appliquer la théorie du changement dans les actions de développement. On veut que chaque dollar investi dans le cadre du Abidjan Legacy Programme change la vie des gens. Qu'on vienne avant, où les gens sont dans une situation un peu difficile, et après, on veut voir ce changement là, dans leur vie. C'est 2 fois 5 ans, donc 10 ans. Alors, vous parliez de la jeunesse. Est-ce qu'avec le FIDA, la Banque africaine de développement et d'autres fonds, on ne pourrait pas imaginer pour permettre la durabilité de ce programme que vous mettez sur pied, de créer un statut particulier pour les jeunes qui serait un statut des jeunes travailleurs agricoles? Parce que dans les zones rurales, il va de soi qu'à côté des femmes, l'autre poche de pauvreté, c'est la jeunesse. Des jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas d'activité, mais il faut apporter une réponse politique, économique et sociale. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, par exemple, trouver une solution pour ces jeunes en faisant en sorte qu'ils restent dans les zones rurales, au lieu de venir en ville, donc lutter contre l'exode rural, mais leur donner plutôt des emplois dans les territoires où ils sont? Absolument. Je pense que vous avez compris l'esprit et la lettre de cette initiative d'Abidjan qui met l'emphase effectivement sur les jeunes en leur donnant un statut, en les responsabilisant, en apprenant aussi peut-être des exemples d'autres pays, même en Côte d'Ivoire. Je vais donner un exemple que je donnais tout à l'heure. Dans la région de Korogo, il y a des jeunes, et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les jeunes ruraux comme les jeunes urbains, aujourd'hui, n'ont jamais été aussi bien formés, aussi bien éduqués à cause d'Internet. Effectivement, quand vous avez besoin d'une information, vous allez sur Internet, vous cherchez et vous l'avez. Nous, on était dans des livres, dans des cahiers, dans toutes sortes d'encyclopédies, de comme ça, etc. Alors qu'eux, ils vont rapidement, ils ont ça. Et donc, les jeunes là n'ont jamais été autant éduqués. Je vous donne un exemple sur Korogo. Il y a des jeunes informaticiens, ils ont développé une application qui met en contact les producteurs agricoles, anacarde, maïs, sorgho, on mange beaucoup de sorgho dans cette région, et les transporteurs avec son tricycle et le marché. Donc, au lieu que la production, comme c'est souvent le cas parce qu'il n'y a pas de voie d'accès, parce que les femmes ne savent pas comment emmener effectivement des villages leur production au marché, l'application a fait qu'on a une photo de tant de kilos de sorgho et que le gars avec son tricycle, il a aussi l'application, il vient chercher, il va le déposer au marché, on paye la dame et puis ils ont leur argent. Et ces jeunes-là, c'est exactement ce que l'on veut faire. On veut leur donner un statut, on veut leur donner un emploi, parce que c'est quand même déprimant de les voir traîner dans les gares, dans les parkings au plateau, dans les gares à l'intérieur du pays, alors qu'ils peuvent effectivement aider à créer de la richesse. La richesse, c'est quoi?
c'est le capital multiplié par le travail. Et c'est ça qu'on essaie de faire dans le cadre du Abidjan Legacy Programme. Et les jeunes sont une priorité. Monsieur Abou Bamba, cette COP-là se déroulera donc, se tiendra du 9 au 20 mai 2022. Vous nous avez rassuré tout à l'heure en disant que nous sommes prêts. Il disait qu'il est très sceptique donc, concernant l'organisation de la CAN. A été peut-être rassuré? Non, j'ai toujours été rassuré, j'ai jamais été sceptique. Très bien. Je crois toujours au pouvoir des Ivoiriens de pouvoir se On surpasser. attend combien de médias? Parce que c'est une rencontre internationale. Et comment les médias vont-ils être accrédités? Ok, peut-être avant de répondre à la question sur les médias, c'est la question sur l'hébergement. Vous avez demandé si on est prêt. 5 000 à 10 000 personnes qui vont venir ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a 5 000 et 10 000 chambres? Oui, nous avons 5 à 10 000 chambres. Les gens ont investi dans des résidences hôtelières, dans des résidences meublées, dans des petits hôtels. On a, sans les citer, on a vu quelques hôtels quand même sortir au plateau, surtout sur ces dernières VGE, années, etc. oui. Et tout ça. Donc franchement, Abidjan Intramuros, on est prêt à recevoir 5 à 10 000 personnes dans de bonnes conditions, parce que le but c'est quoi? On veut qu'ils reviennent. Il faut qu'on les gère bien, comme on dit, pour qu'ils puissent revenir dépenser encore davantage d'argent dans notre pays. Et votre question Sur les journalistes, l'accréditation, combien seront-ils effectivement. à couvrir? On parle de 700 journalistes. Qui viennent du monde entier. Il y en a qui vont émettre à partir de chez eux, mais au total, c'est 700 journalistes qui vont couvrir l'événement. D'accord. Et ça, c'est quand même un point important. Donc, ça veut dire qu'au niveau médiatique, là, Abidjan sera pendant 2 semaines centre la du monde. capitale du monde. Très C'est bien. vrai qu'on a beaucoup parlé d'agriculture, mais j'aimerais savoir, est-ce que parmi les thématiques qui seront abordées figurent par exemple des questions comme l'orpaillage clandestin dont on a beaucoup parlé sur ce plateau et tout? Oui, effectivement, l'orpaillage clandestin fait partie effectivement des raisons qui contribuent à la dégradation des sols. Différentes façons. Les gens coupent les arbres pour pouvoir pratiquer leur activité minière illégale. Les gens utilisent des produits chimiques dangereux, effectivement, qui contaminent les sols. Les gens retournent la terre. C'est un phénomène, c'est un cancer qui s'est métastasé dans toute la Côte d'Ivoire, à Doropo, en Govia, dans toutes les régions du pays. Vous trouvez effectivement cette pratique-là. Donc, l'orpaillage va être aussi au centre des discussions et voir comment est-ce qu'on peut renforcer la lutte contre ce phénomène-là, qui n'est pas seulement environnemental, mais c'est un vrai problème de société, parce que les enfants arrêtent d'aller à l'école, tout le monde va à la mine, les femmes ne vont plus au champ, tout le monde va à la mine, ils font leur justice. C'est une zone de non-droit. Il y a des maladies qui ont disparu dans la ville, mais qui existent là-bas à cause de la promiscuité, les conditions d'hygiène dans lesquelles les gens vivent là-bas, c'est catastrophique. Voilà, M. Abou Bamba, peut-être que c'est sur ça que je vais terminer. Juste savoir... C'est même sûr que c'est juste ça. Voilà. Juste savoir, qu'est-ce qui a milité au choix de la Côte d'Ivoire pour abriter la COP 15 ? Est-ce parce que nous avons réussi de très bons résultats? Est-ce que parce que depuis un certain temps, quand même, la Côte d'Ivoire est citée en exemple au plan économique au niveau mondial? Qu'est-ce qui a vraiment milité au choix de la Côte d'Ivoire? C'est une combinaison de facteurs. Vous avez commencé à aborder l'un d'entre eux. C'est la stabilité du pays, la stabilité sociale, la stabilité politique et surtout l'indice de sécurité. Et puis, c'est aussi tous les signaux que la Côte d'Ivoire envoie au monde à partir d'ici. On va dire qu'au niveau des infrastructures aussi, est-ce qu'en venant à Abidjan, on aura des routes, est-ce qu'on aura des bus, est-ce qu'on aura des bateaux-bus, est-ce qu'on aura des hôtels? Donc, c'est l'ensemble de tous ces critères-là mis ensemble qui ont favorisé le choix de la Côte d'Ivoire par les Nations Unies pour abriter cette manifestation historique. Monsieur Abou Bamba, on ne peut que vous dire bonne chance. Merci. Et souhaiter donc plein succès à cette COP 15. Je rappelle qu'il se tiendra donc du 9 au 20 mai 2022 ici en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, pendant cette période-là. Même, je pense que de plus en plus, et plus pour cette période-là, la Côte d'Ivoire sera sous l'effet des projecteurs, donc sera le centre du monde. Et ça, c'est tout en l'honneur de notre pays. En tout cas, bonne chance à vous. Merci. Bon, anniversaire pour anniversaire, je vous garde, hein, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'anniversaire de M. Alain Toussaint ce soir. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, monsieur Alain Toussaint. Et c'est la même date d'anniversaire que le vice-président. Exactement, exactement. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On dit ça, ou pas? Voilà. On dit ça, on dit rien. Vous avez le même jour d'anniversaire que ma cadette également. Voilà, c'est formidable. Donc, il y a un bon petit clin d'anniversaire. Anniversaire du 26 avril. Joyeux anniversaire. Pendant ce Taureau, soir, taureau, on a les projecteurs sur vous. Vous serez dans le centre. Magnifique, magnifique. Merci. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Merci beaucoup, monsieur Bamba. Merci. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Nous, on vous retrouve demain sur ce même plateau-là, avec autant, sinon plus d'amour dans nos cœurs. Que Dieu veille sur vous, qui veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.